14h30 à Paris. Bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter ensemble l'info à partir d'une photo qui fait sens. Je l'évoquais tout à l'heure, record dans l'histoire des États-Unis avec ce shutdown qui se poursuit. 35e jour de paralysie budgétaire, ce qui a évidemment des conséquences de multiples façons outre-Atlantique. On va vous parler du programme de la NASA. On va s'intéresser à l'avancée du programme lunaire Artemis, censé ramener les Américains, vous le savez, sur la Lune. C'est un projet ambitieux auquel les Américains tiennent. Programme en grande difficulté aussi, puisque SpaceX accumule les retards et que des milliers de techniciens ne sont donc plus payés en raison de ce shutdown. Bonjour Sylvain Rousseau. Bonjour. On part dans l'espace à vos côtés, comme à chaque fois. Pour l'instant, on reste plutôt au sol. Une photo, on reste au sol. Oui, vous allez nous ramener les pieds bien au sol. On a une photo, on va la voir peut-être, et puis on va la commenter ensemble. La photo, elle est où ? Voilà, donc c'est une photo des 4 astronautes de Artemis 2 qu'on voit donc en randonnion prêts à décoller, sauf que pour l'instant, ils ne décollent évidemment pas. En revanche, et c'est quand même à signaler, si le retour d'un Américain sur la Lune accumule les retards, eh bien eux, ça mérite d'être signalé, vont partir en avance. Leur mission était prévue pour fin avril, elle est avancée à début février. Donc on a Reid Wiseman, le commandant de la mission, Victor Glover, le pilote et le premier astronaute afro-américain dans l'espace, Christina Koch, spécialiste de mission qui, elle, sera la première femme en orbite lunaire, et enfin Jeremy Hansen, spécialiste de mission lui aussi, qui sera le premier Canadien et même le premier non-américain à aller aussi loin dans l'espace, puisque les États-Unis ont ouvert un siège à l'un de leurs partenaires. Donc pour la première fois en plus de 50 ans, des humains vont aller au-delà de l'orbite terrestre. Alors pas question pour eux de poser le pied sur la Lune, il s'agit d'une mission qui est un petit peu proche de ce qu'avait été à l'époque Apollo 10, prélude à Apollo 11 et à Neil Armstrong sur la Lune. Là, on va attendre après eux Artemis 3, où un Américain, une Américaine vont enfin poser le pied sur la Lune. L'objectif, c'est de tester tout ce matériel nécessaire au retour sur la Lune, le pousser dans les pires conditions possibles, s'assurer que tout marche en attendant Artemis 3. Mais là, par contre, on risque d'attendre encore un petit moment quand même. Alors qu'on soit d'accord, quand on parle du retour des Américains sur la Lune, il s'agit d'y poser le pied. C'est ça, Artemis 3. Et là, par contre, les retards s'accumulent. Oui, je vous le disais, autant Artemis 2 va partir un petit peu en avance, autant Artemis 3, les nuages s'amoncellent, tout simplement parce que il y a besoin de SpaceX pour réussir cette mission. Il y a besoin du Starship, ce vaisseau qu'on voit décoller. Ça, c'était le premier lancement du monstre qu'est le Starship, 100 tonnes de charge utile. Elle sera même doublée dans les années qui viennent, plus de 120 mètres de haut, 300 tonnes de poussée au décollage. Voilà un premier décollage fracassant, y compris pour le pas de tir d'ailleurs, qui n'a pas résisté à ce décollage. Le problème du Starship, c'est que le rythme des décollages est trop lent, parce qu'Elon Musk pensait pouvoir faire fi des normes environnementales sécuritaires américaines, mais le gendarme de l'aéronautique veille au grain et effectivement, il est obligé de ralentir la cadence. Et les explosions ont causé beaucoup de dégâts. Elles se sont accumulées sur beaucoup de tests. Alors effectivement, il y a quand même eu de beaux succès, comme le rattrapage du premier étage grâce à des bras mécaniques. Mais je vous le disais, les explosions, les retards s'enchaînent. Même si, il faut le souligner tout de même, le dernier vol, le mois dernier, le 11e vol du Starship, a lui été plutôt un succès. Il reste encore malgré tout beaucoup de chemin à faire. Le prochain vol est prévu pour l'année prochaine. Normalement, en 2026, SpaceX a prévu 9 vols, c'est-à-dire que si on ramène ça, c'est 3 fois la cadence actuelle, ce qui devrait normalement leur permettre tout de même de faire quelques progrès. Quand vous dites beaucoup de chemin à faire, concrètement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Starship et à SpaceX ? À peu près tout, déjà. Un vaisseau pour commencer. En fait, la difficulté de SpaceX réside dans l'ambition démesurée qu'ils ont, parce qu'ils veulent utiliser le Starship pour aller sur la Lune. Enfin, la NASA leur demande d'utiliser le Starship pour aller sur la Lune, alors que SpaceX vise déjà plus loin, notamment Mars, et le Starship est conçu pour aller plus loin que la Lune finalement. Donc en fait, ils adaptent, ils construisent un vaisseau pour aller plus loin que la Lune pour arriver sur la Lune. Peut-être que s'ils avaient fait plus simple, plus petit, on aurait déjà le vaisseau prêt. Et puis, il y a un autre gros défaut à ce programme, c'est que c'est un programme qui est extrêmement complexe. On va vous montrer une infographie de ce programme pour que vous compreniez bien. Alors, quand on voit l'infographie comme ça, on a envie de dire qu'on n'y comprend rien. Donc, on va prendre quand même le temps de décrypter ce qu'est ce programme Artemis. Vous avez donc d'abord différents Starships qui doivent décoller. Pour l'instant, on n'arrive pas à en faire décoller un seul. Qui doivent décoller, se mettre en orbite et puis attendre. Ensuite, vous avez un Starship qui va décoller à son tour, le fameux Starship HLS, c'est lui qui va aller sur la Lune. Mais pour aller sur la Lune, il va falloir qu'il se fasse ravitailler en orbite terrestre par les vaisseaux Starship préalablement décollés. Ensuite, vous avez le vaisseau orange qu'on voit au milieu, le SLS, qui est juste là derrière moi, qui lui va emporter les astronautes qui seront dans la capsule,
qu'on voit ici. La capsule va aller se poser sur le Starship, puis le Starship va l'amener sur la Lune, la descendre sur la Lune, avant de revenir et de lâcher la capsule qui va revenir sur Terre. Donc vous voyez, c'est extrêmement complexe. On dirait presque un programme européen, tellement on ne s'y retrouve pas. Et donc c'est effectivement cette complexité qui fait que tout ça prend beaucoup de temps. Le contrat signé en 2021 avec SpaceX portait uniquement sur la conception du module de descente. Voilà, ce fameux HLS, un contrat évalué entre 3 et 4 milliards et demi de dollars. Donc les prochains objectifs pour le Starship, ce sont des vols tests 2025-2027, on est en plein dedans, y compris un aller-retour à vide sur la Lune, parce qu'avant de pouvoir y emmener des astronautes, il faut pouvoir prouver qu'on peut les ramener. Des missions commerciales dès 2026 et donc Artemis 3 en 2028, ce qui fait déjà au bas mot, 1 an et demi de retard. Un panel d'experts indépendants a même estimé récemment que le projet pourrait accumuler encore plusieurs années de retard. Et donc la NASA décide de rouvrir l'accès à la Lune à la concurrence. Il faut dire que l'agence, elle est plus que sous pression. Oui, elle est sous pression parce que en fait, il y a cette obsession chinoise. Qui va arriver sur la Lune en premier? Au départ, les Américains semblaient ne pas trop s'intéresser à ce que faisait la Chine, ou en tout cas regarder ça un petit peu de haut. Là, aujourd'hui, ils ont un peu le couteau sous la gorge parce que les Chinois progressent. Donc, il faut y aller. Et on va écouter tout de suite Sean Duffy, qui est à la fois le secrétaire au transport et l'administrateur par intérim de la NASA, qui explique de manière très claire où en est la NASA aujourd'hui. Au fait, j'adore SpaceX. C'est une entreprise formidable. Le problème, c'est qu'ils sont en retard. Ils ont repoussé leurs échéances et ne sont pas dans une course contre la Chine. Le président et moi voulons aller sur la Lune pendant ce mandat. Je vais donc ouvrir l'appel d'offres. Je vais permettre à d'autres entreprises spatiales de concurrencer SpaceX, à commencer par Blue Origin. Et encore une fois, nous choisirons celle qui nous permettra d'aller sur la Lune en premier. Et si SpaceX est en retard, mais que Blue Origin peut le faire avant eux, tant mieux pour Blue Origin. Et pour bien se rendre compte de cette obsession américaine vis-à-vis de la Chine, lors d'une interview dans Paris Match cette semaine, la semaine dernière, Thomas Pesquet, qui passe énormément de temps au sein de la NASA, à Houston, qui travaille énormément avec eux, revient lui aussi dessus et de manière assez claire. Il nous dit « Les Américains sont de plus en plus obsédés par cette rivalité. C'est une question de suprématie, ne serait-ce que technologique. Les Chinois avancent sans bruit, étape après étape, réussite après réussite. » Ça vous donne un petit peu une idée de la pression qui s'exerce aujourd'hui sur la NASA, qui entend donc désormais réduire sa dépendance à un seul fournisseur, en misant donc sur plusieurs acteurs. On a entendu Sean Duffy nous l'expliquer. L'appel d'offres prévoit le dépôt des candidatures au premier trimestre 2026 et une sélection finale à la fin de la même année. Là encore, Sean Duffy l'a dit très clairement, Jeff Bezos, l'ancien patron d'Amazon, fondateur de Blue Origin également, est dans les starting blocks. Il faut dire qu'il a un atterrisseur lunaire qui correspond, lui, par contre, à ce qui se faisait du temps d'Apollo, c'est-à-dire simplement poser les astronautes sur la Lune, les ramener. Ça nécessite beaucoup moins de lancements. Mais il n'est pas encore prêt, même s'il ne part pas de zéro, puisqu'il avait déjà un contrat en cours pour des missions Artemis ultérieures, notamment Artemis 5. On sait que Lockheed Martin est aussi sur les rangs. Finalement, les États-Unis font ce qu'ils savent faire de mieux en temps de crise, c'est-à-dire mobiliser pleinement leur secteur industriel. Mais il faudra prouver qu'ils peuvent être prêts avant SpaceX. Les délais, la maturité technologique rendent ça assez compliqué. Malgré tout, SpaceX a tout de même encore un peu d'avance, mais c'est un énorme coup de pression que vient de mettre Donald Trump par l'intermédiaire de son ministre à SpaceX. SpaceX qui réagit tout de suite, on a presque senti la panique. On va passer sur les réactions outragées d'Elon Musk, mais ils ont déjà communiqué sur une approche simplifiée pour réduire justement cette complicité logistique. Mais hormis cet effet d'annonce, on n'en sait pas beaucoup plus. Il faut bien comprendre que la NASA est un peu assise entre deux chaises avec SpaceX. Ils ont absolument besoin d'eux pour desservir la Station spatiale internationale, mais ils ont aussi besoin que SpaceX accélère pour pouvoir devancer les Chinois sur la Lune. C'est quand même assez étonnant ce retour des tensions. Il a quitté la politique, Elon Musk. On aurait pensé qu'ils s'étaient rabibochés tous les deux. Alors pour l'instant, ils sont rabibochés sans être rabibochés. C'est-à-dire qu'ils s'observent un petit peu du coin de l'œil. On a effectivement eu cette bromance au début du mandat de Donald Trump, puis ensuite les invectives multiples via réseaux sociaux interposés. Chacun finalement maintenant s'occupe un petit peu de ses affaires. Mais voilà, Donald Trump estime que ça n'avance pas assez vite. Il veut absolument que les Américains soient sur la Lune avant la fin de son mandat. Donc là, gros coup de pression sur Elon Musk, qui s'ignorait jusque-là.
Bon, Elon Musk ne reviendra pas en politique, a priori, c'est pas l'ambiance, je vous rassure. Mais effectivement, Elon Musk ne peut pas se fâcher de toute façon avec Donald Trump. Il a trop besoin de lui, il a trop besoin de sa politique, que ce soit pour faire passer ses voitures autonomes, pour essayer de redresser Tesla, que ce soit pour l'intelligence artificielle, sur l'humain augmenté également, sur lequel il travaille, ou encore évidemment pour ses fusées. Puisqu'on le disait, une des raisons des retards de SpaceX, eh bien, ce sont les normes américaines de la fédération aéronautique, de l'agence aéronautique. Et eh bien, elle était évidemment beaucoup moins conciliante sous Joe Biden qu'elle ne l'est sous Donald Trump. Voilà, président tout-puissant certes, mais dont le Congrès a parfois contesté les décisions sur le budget de la NASA, notamment. Et oui, absolument, parce que lorsqu'il est arrivé, Donald Trump a annulé tous les partenariats de la NASA avec les différentes agences étrangères, qu'elles soient européennes, canadiennes, japonaises, australiennes, peu importe. Il a tout annulé, y compris dans le programme Artemis, qui comportait une station spatiale lunaire, la Lunar Gateway, qui, elle, est passée aux oubliettes, mais principe de réalité oblige. Vous ne pouvez pas battre la Chine si vous devez refaire tout ce qui a déjà été fait par des agences partenaires. Donc, on revient, on désannule finalement, on annule l'annulation. Et les Européens, les Canadiens, les Japonais travaillent à nouveau avec la NASA sur ces programmes. Il faut bien comprendre qu'en plus de ça, la plupart des emplois, enfin en tout cas une grande majorité des emplois hautement qualifiés de la NASA sont dans des États historiquement républicains. C'est un gros pourvoyeur d'emplois, la NASA, qui a énormément de sous-traitants. Et c'est souvent dans des bastions républicains, hein, que ce soit la Floride, le Texas, la Louisiane, l'Alabama, le Mississippi, etc. Il y en a d'autres. Et aux États-Unis comme ailleurs, la priorité d'un élu, c'est sa réélection. Donc évidemment, ça passe mal devant le Congrès, devant le républicain. D'ailleurs, on va même revenir sur un précédent qui est très intéressant parce que justement, il explique aussi l'une des complexités de ce programme. C'est ce fameux vaisseau orange que je vous montrais tout à l'heure, le SLS. En fait, le SLS n'avait pas vocation à exister, mais la NASA n'avait pas vocation à faire un lanceur de cette taille-là après l'abandon de la navette spatiale. C'est le Congrès à majorité républicaine, après des midterms qui avaient été catastrophiques à l'époque pour Barack Obama, qui lui a imposé un lanceur lourd. Et maintenant que ce lanceur lourd, il est là, eh bien, il faut l'utiliser. Donc ce lanceur dont le décollage est estimé, le coût unitaire est estimé à 2 milliards de dollars, eh bien, on s'en sert pour quoi ? On s'en sert pour aller sur la Lune, quand bien même on n'en aurait pas forcément besoin, puisque c'est en tout cas ce que défend Elon Musk. Hein. Lui, il veut que SpaceX fasse tout seul. Il voulait sortir ce lanceur de l'équation pour aller tout seul sur la Lune, mais finalement, c'est peut-être l'inverse qui va se passer, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui, l'argent, justement, les États-Unis sont en plein shutdown. Ça aussi, ça a un gros impact sur la NASA et sur le programme Artemis en particulier, d'autant qu'il n'y a pas de perspective. On en a 35 jours de paralysie budgétaire. C'est un record absolu. Oui, c'est un record. Puis les choses ne semblent pas parties pour s'arranger. On va donc revenir sur la photo de ces 4 astronautes qu'on voyait au début, pour se rendre compte que finalement, eh bien, ils sont tout beaux dans leur superbe combinaison de la NASA, qui se prépare à aller orbiter autour de la Lune, ce qui est quand même pas rien, c'est aussi une mission extrêmement dangereuse, et ils sont comme toute l'administration américaine, ils ne sont pas payés, ils travaillent à crédit, comme des milliers de techniciens d'ailleurs, qui travaillent sur leur voyage, qui travaillent sur ces missions Artemis, et notamment sur Artemis 2. On sait que la NASA, en plus de ça, est déjà au bord du gouffre, hein. Il y a eu 550 suppressions de postes, uniquement à ce qu'on appelle le Jet Propulsion Laboratory. C'est le laboratoire d'élite en fait de la NASA, et pour beaucoup d'experts, c'est une catastrophe absolue sur le fonctionnement de l'agence. Donc pour ce qui concerne le volet Artemis, la NASA a classé ses travaux comme essentiels, autorisant la poursuite des activités même sans budget. Donc les contrats sont financés jusqu'à début novembre, sauf que début novembre, eh bien, c'est maintenant, donc très rapidement, il n'y aura plus d'argent pour payer les sous-traitants, pour payer les techniciens, en tout cas ceux qui ont continué à être payés jusque-là. Mais l'agence a quand même envoyé des lettres aux entreprises les autorisant à continuer au-delà. Donc évidemment, ces entreprises seront remboursées après, une fois qu'il y aura un budget. Pour des grands groupes industriels, on pense évidemment à Lockheed Martin ou même à SpaceX, ça passera, c'est simplement un glissement de trésorerie qu'il faut pouvoir encaisser. Mais il y a également beaucoup de petites industries, de petites entreprises qui travaillent pour la NASA, des sous-traitants, des sous-sous-traitants même. Et bien pour cela, ça va être beaucoup plus compliqué. Beaucoup risquent de mettre la clé sous la porte. Et puis surtout, cela pourrait occasionner sur cette mission, ne serait-ce qu'Artemis 2, même si elle est pratiquement sur les rails et pratiquement faite en cours d'assemblage. Mais il y a quand même un vrai risque pour la sécurité des astronautes, parce que c'est un programme qui est millimétré évidemment, et la moindre petite faille, le moindre petit grain de sable, eh bien, peut provoquer des incidents à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes. Voilà, et pour le coup, c'en est un gros de grain de sable, ce shutdown qui se poursuit. On aura l'occasion là aussi d'en reparler. Merci beaucoup Sylvain Rousseau. C'était derrière l'image qui nous envoyait quand même malgré tout dans l'espace. Vous nous avez fait voyager.